point de vue fiscal, là, on va fonctionner un petit peu, en tout cas on va avoir des raisonnements, des questions qui sont assez similaires. C'est-à-dire que la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la volonté c'est de céder une partie de l'activité à un tiers ou c'est simplement juste de l'externaliser et de la conserver? Concrètement, le fiscal ne va pas driver l'opération. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, définir véritablement ce qu'on veut céder. Et c'est ce qui va nous... Si on est en présence d'actifs, on va donc nécessairement être en présence de share deal. Et au contraire, si on est en présence d'actifs qui sont localisés dans différentes entités, là, on va procéder par un asset deal. Et vous allez voir, les conséquences fiscales sont quand même assez différentes. Pourquoi? Puisque contrairement aux autres pays, notamment aux États-Unis, on a une fiscalité qui est vraiment différente, avec une taxation qui est un peu plus importante en présence d'un asset deal. Pourquoi? Déjà, au niveau du vendeur français. Donc vous êtes dans une situation où vous allez vous séparer d'une activité. Quand vous allez céder donc, des titres, si les titres vous les détenez depuis un certain temps, depuis plus de 2 ans, concrètement, vous pouvez dans certains cas avoir une imposition qui est limitée à 4,13% de la plus-value, alors que si vous cédez des actifs, on arrive à une imposition effective de 34,43. Donc d'un point de vue du vendeur, on a une imposition qui est plus importante si on est en présence d'un asset deal. La contrepartie, c'est qu'on voit une imposition plus faible en matière de plus-value, mais on a le transfert éventuellement des déficits qui existent au niveau, et ça vous le voyez dans le slide juste après, le transfert des déficits à l'acheteur, le transfert effectivement de tous les actifs, les crédits d'impôt. En présence donc d'un share deal, d'un asset deal, dans un asset deal, là, tous les passifs fiscaux, les passifs comme l'ensemble des passifs qu'indiquait Jérôme, dans le cas d'un asset deal, restent au niveau de l'acheteur. C'est-à-dire que concrètement, d'un point de vue pratique, si vous êtes du côté de l'acheteur, si vous êtes en présence d'un asset deal, les travaux fiscaux vont être assez limités puisque les risques fiscaux vont rester au niveau de l'acheteur. En revanche, si vous êtes en présence d'un share deal, là concrètement, il y a vraiment un transfert de tous les passifs et tous les risques. Et c'est pour ça que dans ce cadre d'opération, vous allez avoir donc du côté de l'acheteur des travaux de due diligence fiscale pour déterminer s'il y a des risques ou pas. Et inversement, si vous êtes en présence du vendeur, vous pouvez, pour présenter les risques, envisager l'émission de VDD. Vous allez présenter la situation fiscale du groupe. Donc on voit au niveau de l'imposition des plus-values un régime différent. C'est la même chose aussi du côté de l'acheteur, où là, la première conséquence, c'est le paiement de droits d'enregistrement. Si vous achetez des titres et vous n'êtes pas en présence d'une société à prépondérance immobilière, les droits sont assez réduits, puisque concrètement, sur les SA, les droits sont de 0,1%, alors que si vous achetez une activité donc avec un fonds de commerce ou vous passez par le biais d'une convention de successeur, là vous avez des droits de 5%. Donc on voit bien que là aussi, au niveau des droits d'enregistrement, pour l'acquéreur, on peut avoir un coût supplémentaire si on procède par un asset deal. Les autres conséquences, on les a vues au niveau de l'acheteur, c'est que certes, on paye un peu plus cher en présence d'un asset deal. La contrepartie, c'est qu'on va pouvoir amortir sur une valeur réévaluée. Bien entendu, ça suppose que les biens acquis soient amortissables. Or, si vous achetez une activité en France, vous avez une partie du prix qui va être affectée au goodwill, au fonds de commerce, et cette activité ne peut pas être amortissable. Donc concrètement, vous ne pourrez tenir compte du prix d'acquisition qu'en cas de cession. La dernière opération qu'on a vue, donc là on était vraiment en présence d'un acheteur et d'un vendeur français. On peut être aussi dans une situation où on veut simplement, pour des raisons business, séparer une activité dans une autre société, tout en ayant la volonté de la conserver. Et là, c'est pourquoi dans ce type d'opération, il y a un régime particulier qui peut s'appliquer, qui concrètement permet d'avoir un sursis d'imposition. Les exigences, il y a des conditions quand même qui sont assez strictes. C'est déjà que les deux sociétés en cause soient soumises à l'impôt sur les sociétés. La deuxième, c'est qu'on soit vraiment en présence d'une branche complète autonome d'activité. Et ça, c'est vraiment une exigence fiscale assez forte puisqu'elle conditionne l'application du régime de faveur.
C'est-à-dire que concrètement, quand vous allez définir, quand vous allez reprendre le bilan de la société qui va procéder à cet apport de cette activité, vous allez devoir définir quelle activité, quels éléments composent la branche complète et autonome d'activité. Et rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des services communs que vous ne pouvez pas affecter à cette activité. Donc il va y avoir des arbitrages qui vont devoir être pris sur ce type d'opération. Ça peut être le cas aussi de l'immobilier, ça peut être le cas des marques. La doctrine administrative prévoit certaines exceptions, mais en principe, justement, pour bénéficier du régime de faveur, donc ne pas avoir une imposition immédiate des plus-values au moment de l'apport, vous devez être en présence d'une branche complète et autonome d'activité. Et le gros colère, et là c'est important, pour bénéficier de cette exonération, il faut aussi s'engager à conserver les titres pendant 3 ans. Et là, vous vous rendez compte rapidement que, d'un point de vue impôt sur les sociétés, si votre volonté c'est de céder rapidement l'activité, une partie de l'activité, vous ne pourrez pas bénéficier du régime de faveur. Et donc une imposition immédiate des plus-values à 34,43. Le dernier point sur ce type d'opération auquel il faut faire attention, c'est que si vous on comprend rapidement que le système français a été structuré d'une façon où les cessions de titres sont un peu moins imposées que les cessions d'actifs. C'est pourquoi, sur certains types d'opérations, on a pu penser, en tout cas pour réduire les droits d'enregistrement, puisque dans un cas c'est 0,1 et dans l'autre cas c'est 5%, très bien, je vais apporter l'activité à une société, je ne prends pas l'engagement de conserver les titres pendant 3 ans puisque je ne peux pas le faire, mais si après je cède ces titres, mon acquéreur pourra payer des droits d'enregistrement moins élevés, puisque 0,1 à 5%. Attention, ce type d'opération, si elle ne se justifie pas par des raisons business, peuvent être redressées. C'est pour ça qu'on a un arrêt depuis 2007 en matière de droits d'enregistrement qui a requalifié une opération d'apport d'activité puis de cession de titres en cession de fonds de commerce. C'est-à-dire que concrètement, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un abus de droit et que c'était une cession de fonds de commerce. Donc le fiscal, encore une fois, ne va pas driver l'opération. On va vraiment suivre les opérationnels.